Bonjour à tous, et puis bienvenue, ou re-bienvenue pour ceux qui étaient là ce matin, c'est On the Beach. On va lancer l'après-midi avec un premier atelier sur la thématique des systèmes d'information touristique, particulièrement celui d'Apidae. On est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui, je parle sous ton contrôle Sandrine, en 2015, a fait un choix stratégique important sur son système d'information touristique. On est parti d'un écosystème avec de 14 systèmes d'information qui cohabitaient ensemble, qui avaient du mal à communiquer entre eux. Et le travail qui a été fait, ça a été de doter les acteurs régionaux de technologies structurantes. La première d'entre elles a porté sur la donnée d'offres touristiques à travers ce système d'information, Apidae, qui a permis, et ce sera tout ce qui va guider les discours de mes deux compères sur Atelier, qui a permis le déploiement de services numériques à valeur ajoutée, la GRC territoriale, de la gestion de l'e-réputation avec l'outil Fairguest et d'autres qui sont dans les cartons et qui commencent à être déployés. Sur la base de ce socle technologique, ensuite, chaque entité a la possibilité, à travers sa stratégie marketing, de développement touristique, de développer son propre écosystème, mais avec des technologies qui permettent aux acteurs régionaux de pouvoir mettre en place des stratégies de mutualisation, des moyens techniques, financiers, et évidemment en partant d'une donnée qui est bien gérée dans un écosystème performant. Pour m'accompagner pour cet atelier, je vous demande d'accueillir Sandrine Ferrier, qui est en charge de la relation utilisateur chez Apidae Tourisme, qui est une dame de communication et qui faisait les mêmes métiers que vous avant en office de tourisme, parce que je crois que tu étais chargé de com et responsable web, si je ne fais pas d'erreur. Donc elle connaît parfaitement bien votre quotidien numérique. Et à ses côtés, on accueille également François Voléger, qui est consultant pour l'agence Alps, ancien directeur d'office de tourisme, dernier poste à Montgenèvre, qui a travaillé pendant de longues années dans la montagne, cet écosystème qui a été le premier, d'abord en région Rhône-Alpes, désormais Auvergne-Rhône-Alpes, et puis après les Hautes-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été le premier département à faire la bascule sur système d'info Apidae. Donc il a été l'un des pionniers. Il a développé, au-delà de ça, un écosystème de data sur Montgenèvre avec une business intelligence qui lui a permis aussi de pouvoir baser ses stratégies de développement et ses stratégies de marketing sur un socle de data. Et donc, tous les deux sont parfaitement en mesure de nous décrire cet écosystème tel qu'il est en 2021. Et il s'est beaucoup transformé. Donc, l'objectif, ça va être de faire un peu l'état des lieux, le tour du propriétaire, et puis surtout de regarder quelles sont les bonnes pratiques et ce qu'on peut faire avec ce socle numérique, cette technologie structurante qui est ce système d'information. Sans trop en dévoiler, Sandrine vous décrira également qu'Apidae, ce n'est pas qu'une base technologique, c'est aussi un écosystème humain, beaucoup d'intelligence collective qui se retrouve dans diverses commissions, groupes de travail. C'est un écosystème qui bouge énormément et qui nécessite régulièrement qu'on fasse le point. Donc, sans plus attendre, François, si tu veux bien prendre le relais pour le premier tour du propriétaire, et je vous souhaite à tous un bon atelier. Si je me souviens de ce que je t'ai raconté en plus. Vous me demandez après manger et tout ça, c'est pas gagné. Hein. Très belle photo, vous remarquez une belle trace au milieu de la chemise. La prochaine fois, je choisirai mieux mes photos. C'est à cause de moi. On parle aujourd'hui Apidae Tourisme. Apidae Tourisme, c'est né en 2004. Alors, je vais être sous le regard. J'ai aperçu, il y a Nico Massip qui est juste là-bas. Vous pouvez le reconnaître avec sa petite veste rouge, qui est le directeur adjoint d'Apidae Tourisme. Qui a connu à peu près au même moment que moi, je pense, en 2004, la création de Citra, système d'information touristique de la région Rhône-Alpes, qui était fait pour aider les destinations touristiques à apporter une meilleure information à leurs clients. Avant 2004, nous sommes dans la préhistoire du tourisme, c'est complètement faux, mais je vais l'imaginer comme ça, sur lequel
la destination ne connaît que sa propre information, ou alors c'est parce qu'il y a des bourses d'échange qui peuvent avoir les informations d'à côté, mais c'est très limitatif. La montagne étant très consanguine, se satisfait de son information et fournit 70% de l'information à ses touristes. Étant donné que c'est un point central sur les stations de ski, l'information était très facile à centraliser. Le souci, c'est que la montagne n'est pas faite que de montagnes, parce que quand il y a du haut, il y a forcément du bas aussi, et que ce bas, en fin de compte, on se rend compte qu'en plein été, il y a de la mobilité, et un client est capable de faire 100 km à la ronde autour de son lieu de résidence. Alors là, on a un gros problème, parce que l'information autour des 100 km, on ne l'a pas. Donc, la genèse de Citra était « Nous allons pouvoir offrir l'information de vos voisins pour pouvoir communiquer ensemble ». Nico, tu fais un oui comme ça ou un non comme ça si je me trompe. À l'époque, Nicolas était à Thonon. À partir de là, le système fonctionne. Et on arrive à donner de l'information d'un point A, d'un point B, d'un point C, d'un point jusqu'à Z. Et le système permet d'avoir, même si l'interface était très moche, il faut le dire, que parfois la nuit les données ne se chargeaient pas les unes avec les autres, on avait une meilleure information qui arrivait sur les desks d'office de tourisme. À partir de là, le système évolue tout seul. On passe de 2004 à 2012, on passe de Citra à Citra 2, qui était une évolution avec l'accélération d'Internet. De Citra 2, en 2015, la loi NOTRe arrive. Ça nécessite un changement, et je suis très poli en disant ça. Mais ça emmène, en fin de compte, derrière la locomotive Citra 2 à l'époque, deux autres régions. La région PACA à l'époque, qui deviendra région Sud, et l'Île-de-France, qui décide de s'associer au système. Et donc, chacun arrive avec sa propre culture de pays, mais pas pays en termes administratifs, pays en termes culturels. Le littoral se fout de savoir à quelle altitude est un objet touristique. La montagne se fout de savoir si un objet est en bord de mer. Et il va falloir composer avec ça pendant 6 ans, jusqu'à en arriver aujourd'hui, à se dire que chaque culture doit être intégrée dans une base de données. Et cette base doit devenir évolutive. Parce que chacun va arriver, et on peut voir que le besoin corse n'est pas forcément le même besoin que sur la Haute-Savoie. La culture valaisanne en Suisse est encore différente de celle de la Nouvelle-Calédonie. La culture Île-de-France sera complètement différente des Charentes, etc. etc. Donc on passe d'une plateforme d'un SIT à l'époque, qui aujourd'hui, je ne sais pas si on peut encore l'appeler SIT. Oui, c'est un système d'information touristique, mais ça va même au-delà d'information touristique dans son aspect transverse, dans son aspect sur lequel on n'embarque pas qu'une économie touristique, on embarque en fin de compte des entreprises avec nous, des entités juridiques, on embarque des équipements, des tables en bois, des toilettes publiques. Pour ceux que j'ai eu en formation, je pense que les toilettes publiques, on en a assez parlé. Je vous dis ça pour les autres qui ne sont pas en formation, parce qu'on ne va pas faire de barrières. En gros, 50% de l'information touristique, c'est où sont les toilettes. Voilà, je fais un stéréotype, mais c'est malheureusement à peu près vrai. Donc, on a un réseau qui se constitue, qui n'est pas national. Il y a d'autres cités qui existent en France, et c'est tant mieux. Ça montre une dynamique, parce que s'il y avait une hégémonie d'un seul cité, il y aurait un ralentissement aussi des développements. Là, on est obligé de s'adapter à chacun des territoires et à l'unicité de chacun des territoires pour pouvoir composer une plateforme qui soit active. Active pour qui? Pour vous, pour vos socio-professionnels, pour les clients au final. Tout ça, on se pose la question. Et on doit voir, en fin de compte, que la seule raison d'être du système d'information, c'est de faciliter la mise en relation entre l'ensemble des acteurs d'un écosystème pour accroître une économie qui reste locale. En gros, on pourrait prendre toutes les données de Google et utiliser Google à l'accueil. On n'aurait pas du tout le même résultat que ce qu'on a aujourd'hui. Ça nécessite de travailler en coopérative, et je pense que Sandrine, tu montreras tout à l'heure beaucoup plus, avec des plans de route, avec un écosystème partagé par tous, pas forcément validé, puisqu'il y aura forcément des confrontations entre les différents pays, mais une entente partagée pour que ça fonctionne pour tout le monde.
Et c'est là le plus important. Ce matin, j'ai entendu de travailler en réseau. C'est très important et ça va être le cœur du problème, c'est même le cœur de la solution plutôt, de comment on arrive ensemble à avancer. Si on pense marketing, on va sortir de l'aspect technique d'une plateforme de système d'information. Si on pense marketing, nous avons des clients, nous avons des socioprofessionnels qui sont animés sur un territoire par des institutionnels que sont les offices de tourisme, qui, eux, interagissent dans l'ensemble de l'écosystème avec différents acteurs, que ce soit des parcs, que ce soit des grands acteurs de territoire, que ce soit des institutionnels qui eux-mêmes entretiennent des relations avec d'autres fournisseurs pour fabriquer des équipements, pour générer de l'information qui, elle, sera institutionnelle, ou même gérer un bordel avec un logo rose. Gérer, c'est un grand mot, surtout en France. Mais pourtant, le système fonctionne, et le système fonctionne bien. Nous avons une très forte activité touristique sur l'ensemble du pays, et quand j'entends, je ne regarde pas BFM, mais quand j'entends ce qui se raconte sur BFM, on a fait un super été 2021, comme on a fait un superbe été 2020. Comme on a eu une crise en 2019, et comme de toute façon la crise est passée, tout va bien dans le meilleur des mondes, et la croissance va continuer de manière exponentielle. Donc vu qu'on est les meilleurs du monde, on peut se taper sur le ventre, on peut retourner à la cantine, et ça va aller dans le bon sens. Sauf qu'on ne connaît pas l'avenir. Et si on ne solidifie pas tous ces liens, ben l'avenir il peut vite tomber. On est obligé d'interopérer au sein de cet écosystème avec l'ensemble des acteurs qui sont définis ici, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce que l'économie de chacun est liée à l'économie collective. Si tout le monde fonctionne, ça ira beaucoup plus vite que si certains ne vont pas dans le même sens que d'autres. Certains veulent les donner, d'autres ne veulent pas les donner. Certains veulent y extraire du financier au milieu de tout ça, d'autres ne veulent pas, etc., etc. Ça nécessite que l'écosystème il soit sain et il soit partagé lui aussi par tous. C'est pas qu'une question technique. Et ce petit problème qui est là, à la base, c'est leur problème à eux, mais c'est un problème qui va très rapidement, en fin de compte, interagir sur l'ensemble de la chaîne. Pourquoi je vous dis ça ? Aujourd'hui, le marché du meublé, c'est 35% du marché. Ce 35%, comment il est géré ? Depuis 1919, si je me souviens bien, le début des stations thermales, donc début de la taxe de séjour, on décide que c'est du participatif, donc c'est forcément le bordel. Et on se satisfait de ce bordel parce que de toute façon, on arrive quand même à récupérer un peu d'argent au milieu de tout ça. Dans d'autres pays, on est à presque 75% de récupération parce qu'on a fait le changement nécessaire, parce qu'on a travaillé ensemble pour que ça fonctionne. Il faut travailler les écosystèmes de manière à aussi prendre les meilleures pratiques, pas forcément que de nos pays, et je reste toujours sur cette notion culturelle de pays et non pas la notion administrative, pour pouvoir se dire qu'on adapte notre tourisme à notre économie locale. Et ce n'est pas l'inverse. Donc comment faire d'une plateforme un endroit où tout le monde doit se retrouver, mais chacun doit être différent? C'est là le plus complexe. Nous devons donc nous concentrer, en termes marketing de destination, et là on parle marketing territorial, sur la mise en scène et l'éditorialisation de l'offre touristique marchande. J'aurais pu rajouter local en fin de compte à ça. Que chacun apporte ce qu'il a à amener et qu'il le partage. Pourquoi ? Parce que s'il veut être diffusé par d'autres, il va falloir laisser un accès à cette donnée-là. Plus la donnée sera éditorialisée, plus elle sera qualifiée, c'est pas le mot, c'est très technique comme mot qualifié, plus elle sera fournie, plus les autres pourront l'utiliser aussi. Et se dire que c'est notre donnée, c'est déjà un problème. Donc il faut aller plus loin que ça et se dire que il faut prêter attention à la qualité, prêter attention à l'éditorialisation, à la mise en scène que l'on veut, à la tonalité que l'on veut donner à l'intérieur de nos objets touristiques. Nos objets sont tous
dans notre écosystème, et l'ensemble de l'écosystème devra produire une certaine couleur pour représenter une marque. Parce que quand vous partez en vacances, vous allez à... Alors pas forcément le nom de la destination. Vous pouvez aller sur une région, vous pouvez aller sur un pays, vous pouvez aller sur un endroit que forcément vous ne connaissez pas en fin de compte le lieu-dit sur lequel vous serez. Mais vous avez une notion, qui est une notion de marque, sur lequel on donne une couleur. Et l'éditorialisation vous permet en fin de compte d'unifier sous une même couleur qui créera la marque derrière. Faut pas me faire parler après le repas en fin de compte. Aujourd'hui, ça nous donne des sources d'informations qui sont à usage direct de données ou à usage indirect. Je vous ai fait des petites couleurs pour les daltoniens. Nous avons l'information directe sur de l'usage indirect sur le bouche à oreille, puisque mon ami m'a parlé que, donc peut-être que lui, il a eu une relation avec la marque, et donc il va me raconter ce que lui, il a vécu et l'expérience qu'il a eue avec la marque. Attention avec le mot expérience, elle est positive, elle est négative, peut-être qu'il n'y a même pas d'expérience dedans, mais il va nous la raconter. Par contre, en usage direct de données, on va avoir des sites internet, les offices du tourisme qui utilisent Andesk, les réseaux sociaux qui peuvent aussi les utiliser, les magazines de localité qui vont, eux, être issus de leurs données. Ça en fait quand même beaucoup plus que le bouche à oreille. Donc juste de manière mathématique, j'ai 4 usages directs pour un usage indirect. Ça vaut le coup d'investiguer sur la nécessité d'avoir une data qui est correcte. Ce matin, on a eu la question de est-ce que on peut maîtriser le minimum requis pour exploiter une donnée? Dans le sens arithmétique, oui, parce que y a 5 champs qui sont obligatoires, et sur 203, 205 champs, je ne sais plus, les autres, on n'est peut-être pas obligé de les remplir. Ça va dépendre de l'endroit, ça va dépendre de la destination, ça va dépendre de la politique qui va en découler derrière. Mais l'intérieur de ces 5 attributs, non, on ne peut pas la maîtriser. Ça viendra que de l'éditorialisation. Donc, qu'est-ce qu'on veut offrir, je ne vais pas dire au monde entier, ça serait exagéré, mais qu'est-ce qu'on veut offrir au travers de notre donnée? Quand on voit ce schéma-là, on se dit que ça vaut le coup d'avoir une donnée qui est propre. C'est moi. Non, c'est pas vrai. La source, c'est l'IFOP dessus. C'était un sondage IFOP. Mais par contre, les traits, c'est moi. Et on peut le voir. Ça doit être du Paint, parce que j'ai fait ça très rapidement, parce que JP m'a engueulé, parce que j'avais pas fait ma présentation. Sur une étude de la net, par contre, on peut voir que 64% des sources sont liées aux informations coordonnées de la destination. 66% de ces informations sont données par les hébergeurs. Ça, c'était l'Office du tourisme du futur, pardon. C'était pas l'IFOP. C'était pas la net. La net nous dit que 67% des informations est liée à l'usage des données. 33% est potentiellement lié aux éléments de langage de la destination. Donc ça veut dire que la couleur, elle est quand même dessinée. Et ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin. Et que de remplir les bases de données, c'est peut-être très fastidieux, mais ça a un intérêt qu'il soit direct ou indirect. Aujourd'hui, on a des systèmes qui nous permettent de ne pas forcément passer des heures et des heures en saisie. Il y a des systèmes qui vont consulter les socioprofessionnels, qui vont travailler avec eux et qui vont permettre une automatisation de cette saisie-là. Donc il ne faut pas se figer sur le fait que saisir, c'est fastidieux. Il y a peut-être d'autres manières de faire. On peut se concentrer, par contre, sur ce qu'on veut raconter, sur l'histoire qu'on veut derrière. Les sources d'informations privilégiées pour organiser les vacances une fois sur place. En local, on a les offices de tourisme, on a le conseil des habitants ou des commerçants, on a les sites internet, on a les cartes dépliantes de la ville avec la géolocalisation des acteurs,
C'est pas encore gagné la géolocalisation. Les réseaux sociaux, on retrouve les magazines de localité, les bornes à écran tactile. Sauf que ça, c'est une question à un sondage. C'est une question, ça ne veut pas dire qu'on utilise. Ça veut dire qu'on sait que ça existe. Maintenant, est-ce qu'on l'utilise? Ça, c'est encore autre chose. Le SIT, il est là pour alimenter toutes ces sources-là. Alors, les guides de voyage, on peut le faire, mais on peut le faire indirectement, avec une bible de destination. S'il y a un guide de marque qui est fait, on peut aller plus loin sur la rhétorique à utiliser, et faire passer indirectement cette information-là. Les sites internet consacrés au voyage, c'est pareil, ça sera dans le discours qu'on tiendra. Est-ce qu'il est unifié? Donc, est-ce qu'on peut, au travers des données ou au travers de ce que l'on peut offrir à la presse, avoir des éléments de langage qui soient communs et qui feront que l'élément de langage presse ressemblera à l'élément de langage qui est aussi défini dans l'objet touristique. Donc tout ça, c'est des questions à se poser quand on veut définir notre qualité de données. Encore une fois, sur 205 critères, je dis toujours 205, mais je ne sais même pas combien on en a, on n'est pas obligé de remplir ces 205. Il faut aller sur notre priorité à nous, sur qu'est-ce qu'on a besoin de remplir, pour quelle information nous voulons diffuser aux clients et satisfaire en fin de compte le besoin d'animation du réseau de socio-professionnels. Et c'est fou. Et c'est Sandrine qui va prendre la suite. Moi, je vais aller digérer. Et merci. Sandrine, c'est sa première en présentation. Donc, si vous pouvez l'applaudir pour la motiver. Il faut lui donner de la force. La pression. Pour le dire autrement, François vient de mettre le doigt sur une problématique en utilisant une expression qui est ne pas se focaliser sur la saisie, qui est très gourmande en fait en ressources, notamment en temps de travail. La problématique qu'on a, et notamment pour arriver à cette fameuse délégation de saisie, qui est un peu le Graal et qui est par contre une norme chez les acteurs privés. Vous n'avez pas vu d'opérateur Airbnb, Booking ou autre remplir à la place de l'hôtelier sa fiche hôtel, télécharger ses photos et le reste que nous faisons encore en office de tourisme. Énormément. Et la première réflexion générale qu'on entend lorsqu'on demande à un certain nombre d'acteurs pourquoi cette délégation de saisie n'est pas encore mise en place, en général, et quand on n'a pas trop d'oreilles ouvertes à côté de soi, on entend c'est parce que notre réseau, nos sociopros n'y voient pas l'intérêt. Et donc, comme on n'a pas franchi ce premier cap, effectivement, on n'arrive pas à travailler sur les étapes suivantes. C'est-à-dire que comme on n'a pas travaillé la promesse de valeur autour de l'utilisation de la data, la première étape devient un élément bloquant. Donc il faut absolument dépasser ce cap. C'est ce que vient de nous décrire François, puisque que vous soyez un architecte internationalement reconnu, ou que vous essayez à la cabane de jardin, les matériaux que vous utiliserez seront les mêmes. On est dans la même problématique concernant la data, que vous soyez sur un écosystème numérique complexe et à forte valeur ajoutée, ou sur ne serait-ce qu'un catalogue d'offres disponible sur Internet, il va vous falloir atteindre un seuil critique de disponibilité, de quantité et de qualité de la donnée. Donc franchir ce seuil est une étape absolument indispensable pour pouvoir mettre en place précisément ce que va nous présenter Sandrine. Donc c'est à toi Sandrine, et puis à tout à l'heure pour les questions et les réponses. Merci. J'ai la pression. D'habitude c'est moi qui suis assise là-bas, donc ça fait un peu bizarre. Alors, donc du coup, j'ai déjà été présentée, ça c'est fait. On peut passer tout de suite à quelque chose d'un peu plus concret. Voilà, ça va être en fait, j'ai essayé de mettre en exergue 3 grandes thématiques de bonnes pratiques liées à l'usage d'Apidae. L'une des premières, c'est adapter son contenu en fonction de sa stratégie. Parce que justement, la plateforme, elle existe, mais du coup, il faut l'enrichir, améliorer. Enfin, tout ce que vient de dire aussi François, c'est de l'éditorialisation de contenu. On a beau avoir l'outil, mais si ce qu'on raconte à l'intérieur est pas forcément vendeur, du coup, ça fonctionne pas mieux. Il va y avoir aussi tout ce qui est partager la puissance Apidae sur son territoire.
il y a des outils en fait, qui permettent de devenir un petit peu metteur en scène de son territoire et d'essayer de fédérer autour d'un projet commun. Et c'est pour moi une richesse pour avancer sur une marque commune. Et puis après, on se met en relation avec l'écosystème Happy Day Tourisme. L'écosystème, c'est quoi? On a en fait 3 grandes communautés dans l'écosystème. Vous, acteurs territoriaux, les fournisseurs de services, éditeurs de services numériques, et puis les socio-professionnels. Juste pour avoir une température dans la salle, qui utilise Happy Day au quotidien, qui utilise au quotidien assez souvent, régulièrement? Ok, pas du tout. Ok, bon, déjà, c'est une bonne chose pour moi. Alors, par rapport à tout ce qui est adaptation de son contenu en fonction de sa stratégie, et ben justement, il y a le choix éditorial qu'on fait. L'un des choix, là, c'est l'Office de tourisme en Champsaur, qui a décidé de mettre des portraits. Donc ça, c'est de la donnée, de l'offre SIT, qui a mis en avant de l'humain. Et l'humain est important pour moi quand on est un peu plus tout numérique. Donc ils ont fait au niveau de leur choix éditorial, ils ont adapté le contenu à leur choix éditorial. Et ça, c'est une des bonnes pratiques qui est assez importante à mettre en place. L'autre bonne pratique, il y a la possibilité aussi, donc là en fait je fais un petit survol de tout ce qui est fait dans l'écosystème, c'est le contenu mixte. Le contenu mixte, c'est quoi? Ça va être en fait des pages, je pense que je peux cliquer du coup. Des pages qui ont une partie éditoriale, donc rédigée de manière assez édito, et à l'intérieur, on va glisser en fait des contenus SIT. Et du coup, on le voit pas forcément que c'est de l'offre touristique sur le SIT, mais on a quand même notre rédactionnel, notre éditorial qui est assez mis en valeur. Et c'est une pratique qui permet d'éviter la double saisie. Alors là, en dessous, ça va être des données du coup de la fiche. On a le contenu rédactionnel plus haut, avec des liens après vers les fiches propres. Et en dessous, plus contenu en lien directement vers l'offre. Tu veux revenir au diapo ? Ouais. Ensuite, du coup, on parlait de critères, de champs et d'enrichissement d'une fiche. Donc les critères, l'usage qu'on peut en faire, c'est qu'après, on peut personnaliser l'offre affichée, soit en fonction de la météo, soit en fonction du type de clientèle. Et peut-être que c'est un peu fastidieux de faire tout ce qui est enrichissement de données, mais si on arrive à, comme disait Jean-Patrick, à avoir ce côté où c'est les socioprofessionnels qui vont enregistrer déjà une première partie, et les offices, acteurs territoriaux peuvent se concentrer sur l'enrichissement et justement la mise en valeur de cette donnée. Après, dans Happy Day, il y a aussi la possibilité d'avoir des offres objets liés. Donc là, c'est un peu technique peut-être, mais par exemple, là, sur le Rhône, on a un marché, et peut-être que c'est trop petit, mais ici, on va avoir en lien tous les producteurs qui font partie de ce marché. Et là, c'est des fiches offres qui sont dans Happy Day. Et du coup, les objets liés permettent de mettre en avant ce lien. Après, en termes aussi de fonctionnalité, parfois j'entends parler il va y avoir mon descriptif qui est repris à plusieurs reprises sur plein de sites différents. Et il y a tout ce qui concerne les descriptifs thématisés, descriptifs privés, qui permettent justement d'avoir, c'est tout petit même, qui permettent d'avoir des descriptifs différents entre son ADT et son office de tourisme. Et ça enrichit encore plus, et il y a une visibilité du coup sur l'ensemble du territoire. Vous me coupez si je dis des bêtises. Il va y avoir aussi tout ce qui est aspect. Donc c'est en fait, on a une offre de base dans Happy Day, et il y a des aspects qui permettent d'enrichir cette offre.
de l'enrichir par rapport à tout ce qui est saison été, saison hiver, tourisme d'affaires, handicap, groupe, prestataire d'activité. Enrichir, ça veut dire quoi? C'est que du coup, on s'adapte à ces cibles de clientèle et on va enregistrer, par exemple, aspect hiver, aspect été. On peut, rien que simplement ça pour un restaurant. Pour l'été, mettre une photo de l'extérieur du restaurant et hiver, plutôt l'intérieur cosy. Donc ça, les aspects permettent de gérer ce type d'information. On a aussi l'API multi-horaire, et là qui va être plus sur l'internet de séjour, où on va pouvoir adapter son contenu en fonction de l'horaire, en fonction de la venue du client. On a maintenant, après cet après-midi, ce soir, et du coup d'utiliser, de vraiment renseigner précisément quand est ouvert l'établissement. Ça permet aussi d'enrichir la promesse client, de se dire j'ai une information qualifiée, le client est sûr d'aller au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Après, on va voir tout ce qui est partager la puissance Apidae, notamment avec une petite bonne pratique qui sont les widgets. Les widgets, est-ce que ça parle à tout le monde? Oui, ouais, ça a l'air. Donc là, par exemple, c'est une chambre d'hôte qui a travaillé avec son office de tourisme pour pouvoir installer une information issue d'Apidae Tourisme. Donc la saisie, en fait, l'information est au même endroit, mais diffusée sur plusieurs lieux. Et du coup, ça permet d'avoir des données qualifiées un peu de partout. On a également un formulaire qui s'appelle Apidae Event. Il y a plein d'autres outils qui existent, mais du coup, c'est dans l'offre de base quand vous êtes à Apidae et qui est assez intéressant à mettre en place. C'est un formulaire pour justement collecter tout ce qui est information au niveau des manifestations. Il y a des territoires qui ont décidé de mettre ce formulaire sur leur site internet, sur le site internet des mairies de leur communauté de communes ou de leur territoire de compétences. Et du coup, on a une fédération autour d'un même formulaire. Toutes les données sont collectées au même endroit. Elles viennent directement dans Apidae. Et on peut, du coup, après, soit l'office de tourisme qui est responsable de ça, valider, enrichir ou améliorer cette donnée. Le formulaire, à quoi il ressemble? Par exemple, sur le site de Bourg-en-Bresse, c'est un petit formulaire qu'ils ont intégré. Et je sais qu'autour, ils font beaucoup de pédagogie quand ils ont des associations ou autres qui viennent ou qui les appellent. Ils les renvoient directement sur cette page pour que l'association renseigne directement. Et en 2021, j'ai oublié il y aura des petites nouveautés qui viennent de sortir. Donc à suivre l'actualité sur le site Apidae. Vous avez vu que le support était cliquable, il vous sera remis, il sera accessible à la fin de l'événement. Et donc vous pourrez aussi aller consulter les sources qui est en train de vous montrer Sandrine. J'entendais Jean-Patrick parler d'intelligence collective, un projet qui est en cours et pas complètement finalisé, il va sortir en octobre. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, justement, qui a construit un projet collaboratif tout autour d'Apidae, qui a eu une première phase en fait, où ils ont contacté les offices de tourisme de la région pour que ces offices sélectionnent de l'offre du coup, qui serait adaptée à tout ce qui est responsable, développement durable et écotouristique. La région, du coup, a envoyé des questionnaires directement aux socioprofessionnels qui étaient du coup sélectionnés. Et les offices de tourisme ont récolté et validé l'offre. Et du coup, la sortie du site internet sera vraiment liée à tout ce travail de coopération, coordination commune. Et enfin, la troisième pratique, se mettre en relation avec l'écosystème. Donc là, j'ai pris un site internet de Uzès Pont-du-Gard, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Dans Apidae, vous avez vos projets et les projets qui sont liés du coup à des fournisseurs et éditeurs de services numériques.
Donc ça peut être des agences web, des bornes interactives, des brochures. Et du coup, c'est tout centralisé au même endroit via les projets numériques. Et l'écosystème, comment on le retrouve? Eh ben, on a le petit outil qui s'appelle Annuaire Annonce, qui va évoluer du coup fin 2021. Et là, on retrouve en fait tout l'annuaire de l'écosystème. On peut aussi déposer des annonces pour justement dire je recherche, je suis à la recherche de collaborateurs qui ont déjà fait ça. Ou, voilà, du coup, ça permet d'avoir une vision sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et voilà, je pense sur cette partie. Il va y avoir la recherche par métier. C'est au début François qui parlait faciliter la mise en relation, qui est vraiment notre raison d'être. Et donc c'est vraiment pour valoriser tout cet écosystème que cette brique est présente au sein d'Happyday Tourisme. En conclusion, pour moi, et après je repasserai la parole, c'est de rester maître un petit peu de sa donnée, surveiller la qualité et vraiment justement d'essayer de trouver des moyens pour collecter la donnée par les systèmes dont parlait François, et justement d'avoir ce rôle où on vient éditorialiser, enrichir, avoir du coup tout le contenu, tout l'enrobage marque qu'on peut mettre autour. Ça permet de se concentrer sur des choses. On a l'outil et du coup on a la donnée et on se concentre sur son usage. Et c'est vraiment la valeur ajoutée pour moi à mettre en place. Voilà. Merci. Merci Sandrine. Je t'en prie. C'est à vous maintenant. Je vais vous récupérer un micro, éventuellement pour ça. Je vous passerai le mien. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? C'est le moment. Par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à tout ce qui ne s'est pas dit aussi, parce qu'on n'avait que 45 minutes. Donc il a fallu faire des choix. Est-ce que vous voulez apporter, au-delà d'une question, peut-être un témoignage? Ah, mais oula. Moi, je bouge mieux, je me porte. Hein. Ça se voit d'ailleurs. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur l'Happyday Event, que je trouve vraiment un petit outil super, un formulaire hyper bien. Et en fait, je voulais savoir quelle était votre position par rapport à l'extranet. La délégation de saisie par extranet ou Happyday Event. Moi, je trouve qu'Happyday Event va très bien. C'est quoi le retour? Happyday Event, déjà, ça concerne juste l'offre type objet fête et manifestation. C'est un peu technique. Donc, ça va vraiment concerner que ça. L'extranet, du coup, c'est une ouverture sur tout type de données. L'extranet, ça nécessite un temps de formation, un accompagnement auprès de ces acteurs socio-professionnels. Faut avoir du temps. Donc ça dépend vraiment aussi de la démarche et de la stratégie de l'office. Il est plutôt en accompagnement de ces socio-professionnels. Mais pour collecter de la donnée, en tout cas fêtes et manifestations, Happyday Event, pour moi, est le meilleur service à mettre en place tout de suite. Et si on ne l'a pas fait, vraiment, ça aide et ça fait gagner du temps. Donc par rapport à l'extranet, l'extranet, voilà, ça dépend. Si vous sentez vos professionnels à l'aise avec le numérique, qui répondent tout le temps, pourquoi pas. Mais voilà, faut quand même qu'ils soient avertis. Et puis après, il y a d'autres solutions, je pense, au sein de l'écosystème qui sont encore plus évoluées que l'extranet et qui est plus simple. Un formulaire en ligne, pour moi, pour les socio-professionnels, ça suffit. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, mais voilà. C'est si on s'élève un petit peu en fin de compte dans la gestion de la donnée, Happyday Event effectivement a apporté en 2019 plus de 50% des données, si je me souviens bien des chiffres que Karine m'avait donné à l'époque. Ça a été un énorme blockbuster en 2019 et qui continue encore à apporter. Mais si on va plus loin, on part d'une base de données, et avec ce terme base de données, je vais insister dessus, sur lequel c'est très fastidieux d'écrire. On est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est la partie la plus chiante du métier. Sauf que si on a vraiment le désir de créer un écosystème autour pour se faciliter la vie et faire qu'on a envie de plus aller à la plage que d'être derrière son ordinateur, on peut automatiser et offrir
des espaces comme Apida Event, il y a Forms, il existe toujours, je ne sais pas pourquoi je disais il y avait. Il y a aussi des outils tiers qui sont là fabriqués par des fournisseurs de services qui peuvent directement apporter la main aux socioprofessionnels pour alimenter eux-mêmes votre écosystème. Et cet écosystème est capable de ressortir lui-même auprès de vos socioprofessionnels, comme on l'a vu sur les widgets, de l'information. Donc presque le système il devient harmonieux tout seul une fois qu'on commence à l'enchaîner. Donc si on voit que la base de données, c'est sûr qu'on la trouve nulle. Enfin pas nulle, mais on la trouve renfermée sur elle-même, je vais dire, et très compliquée à prendre en main si on n'est pas accompagné dessus. Mais si on imagine, en fin de compte, tout un écosystème qui va autour, que l'on doit construire aujourd'hui, parce que la complexité de l'esprit du client se reproduit dans la complexité du système que l'on doit créer, que le client soit socio-pro ou client final, en fin de compte, le but du jeu, il est là, et la donnée devient un jeu, puisqu'on va saisir avec une certaine couleur, on l'a vu dans les exemples que Sandrine a apportés, on va utiliser certaines facettes, pas certaines facettes, les aspects, pas les aspects, les événements. On va utiliser nos associations, les associations sportives ou les associations culturelles qui fournissent et qui sont la base en France d'un tissu culturel et d'un tissu sportif. Il n'y a pas que des pros là-dedans. Et en fin de compte, d'une richesse énorme. Et aujourd'hui, il faut qu'on les intègre dans ces systèmes-là. Mais si on ne va pas chercher nos associations, c'est pas eux qui vont venir nous voir. Hein. Donc, il faut créer ce lien-là. Et ce lien-là, il se fait, comme vous le dites, par ces outils tierces qui vont être de faciliter l'accès et de ne pas se limiter, en fin de compte, à l'usage d'une application, d'une plateforme qui doit définir ce que doit être le tourisme aujourd'hui. On est beaucoup plus ouvert que ça. Et la transversalité du tourisme fait que l'on doit offrir à chacun la possibilité de saisir dedans. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Ça y est, les langues se délient. En plus, c'est Régis au fond, donc fais gaffe. Merci, bonjour à tout le monde. Régis Alexandre, Office de tourisme Gap-Talar-Vallée. Juste un petit partage d'informations, enfin d'expérience, pas d'informations. C'est en ce qui concerne Apidae, donc bien évidemment, nous sommes, on va dire, des utilisateurs, des pro-défenseurs d'Apidae et de tout ce qui est la data donnée. Par contre, pour rebondir sur l'idée de valeur, on part du principe que pour nous, toutes les bases de données n'ont de valeur qu'à partir du moment où elles sont, on va dire, qualifiées, réellement qualifiées, voire qualitatives. Si elles ne sont ni qualifiées ni qualitatives, elles n'ont pas de valeur. Et pour cela, délocaliser, on va dire, externaliser la saisie de données, s'il n'y a pas un filtre humain en attendant d'avoir de l'intelligence artificielle qui permette vraiment de savoir si ce qui a été saisi dans les champs obligatoires ou pas correspondra à la réalité des faits, de toute manière, pour nous, effectivement, il y a énormément de temps, de gains, de temps de gagner sur la saisie parce qu'elle est externalisée. Ceci étant, ça n'empêche en rien qu'il y ait jusqu'à ce jour, on va dire, une vérification humaine pour harmoniser tout ça de manière à ce que cette base soit vraiment qualitative. Mais elle existera toujours en plus. Tu as tout à fait raison, Régis. Et elle existera toujours et elle a besoin d'exister. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui fera une correction d'un texte. Et il faut aller plus loin, et je sais que ça va te toucher quand je vais dire ça, parce que je connais très bien ton parcours professionnel, qui est qu'en 2023, on a un grand événement qui arrive, qui est la Coupe du Monde de rugby. Ce soir, ils auront vendu 98% de leurs billets. C'est jamais arrivé au monde. C'est la première fois qu'un événement se boucle 2 ans auparavant. En 2024, on a les Jeux Olympiques qui sont à Paris. Ça peut nous paraître très très loin, mais il me semble que c'est Marseille qui a les épreuves de voile, si je ne me trompe pas. Tu te trompes pas. Voilà. Je m'y connais un petit peu quand même en bateau, ça se voit. Et moi en Marseille. Et ben en plus. Et si on ne profite pas de ces événements internationaux et le rayonnement que ça porte chez nous, que ce soit direct ou indirect, sur la Coupe du Monde, on va avoir pendant près de 7 semaines tout un public étranger qui va être dans toute la région, parce qu'on a 2 stades qui vont être utilisés, qui sont Marseille et Nice. Il va y avoir des villes hôtes de toutes les équipes qui sont partout dans la région, et on va avoir des touristes qui vont se balader au milieu de tout ça. Donc il y a une effervescence. Si on a une action collective autour de la qualité de données, liée à un événement quel qu'il soit, là, on a une force de frappe à apporter. C'est-à-dire que face au monde, on est en capacité de montrer la qualité que l'on peut offrir. Si on ne le fait pas dès maintenant, ce ne sera pas en août 2023 ou en, je ne sais pas quand les JO, c'est au mois de juillet, je crois, ou en juin 2024 qu'on le fera. Et Régis, qui a été à l'UCI pendant assez longtemps, le Tour de France, c'est le meilleur exemple. Chaque année, on voit une évolution de la saisie de données aussi
une fois que le tour est attribué à telle ou telle ville, on voit tout de suite la qualité de données qui monte. Donc les événements, que ce soit au travers d'Apida Event, que ce soit aussi autour du rayonnement qu'il peut y avoir, sont là pour augmenter en fin de compte notre rayonnement territorial. Et notre rayonnement territorial passe par la richesse de données qu'on peut apporter et la qualité qu'on peut mettre dedans. Il faut que je mette des points à mes phrases à la fin. Oui, non, mais Trop long, beaucoup trop long ces phrases. Ouais, la raison pour laquelle d'ailleurs on va remercier chaleureusement nos intervenants. Il y a, je crois, avoir vu encore quelques mains se lever, mais si vous repartez sans aucune frustration, on risque de ne pas vous voir l'année prochaine. Dans tous les cas, Sandrine et l'ensemble de l'équipe d'Apidae Tourisme est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour envisager tout projet numérique, développement touristique avec vous. Vous n'hésitez pas à les contacter. Vous recevrez le support, comme je vous le disais, vous sera mis à disposition à l'issue de l'événement. Et on va libérer la place pour faire la place à nos collègues sur le prochain atelier. Je vous remercie pour votre présence et votre attention. Et je vous souhaite une bonne continuation à CM on the Beach.